pourra peut-être bénéficier aussi de l'intervention du docteur Cambon de l'IPC pour pouvoir répondre peut-être aux questions très pratico-pratiques qui suivront peut-être cette présentation un peu théorique. Voilà, donc je vais vous faire la présentation. Il y a une quarantaine de diapositives, puis on pourra répondre à vos questions. Il y a des questions qui ont été adressées à Valentine Poncet, donc à la SRA, et on essaiera donc de vous répondre si on a le temps. Sinon, de toute façon, les réponses aux questions posées se trouveront dans le diaporama qui vous sera adressé. Donc, et on reste toujours évidemment à votre disposition pour continuer à répondre à des questions s'il le faut. Voilà, donc comme on est minuté, je vais vite passer sur les diapositives introductives. Donc apparemment, vous étiez 168 à vous être inscrits à ce comptoir, donc ce qui démontre effectivement l'intérêt de cette thématique qu'on ne doit plus appeler thématique, mais sujet donc de la nouvelle certification. Donc les secteurs interventionnels qui englobent aussi bien évidemment les blocs opératoires, mais aussi tous les secteurs qui nous sont réalisés des actes invasifs, donc qu'ils soient faits de manière urgente ou de manière programmée. Donc nous voyons donc que le domaine d'application donc de ce champ est relativement vaste. Donc nous avons à la fois donc des plateaux techniques où sont réalisés des actes invasifs, et pour ce qui est effectivement de la particularité de la maternité, on peut considérer que le domaine du secteur interventionnel va s'appliquer au bloc opératoire, qu'il soit adossé aux salles d'accouchement ou que ce soit un bloc évidemment qui soit dans le périmètre de l'ensemble des blocs de l'établissement. La radiologie interventionnelle comprend donc l'ensemble des actes médicaux invasifs qui ont soit voués à du diagnostic, soit de la thérapeutique, et qui soient réalisés sous guidage radiologique. Donc, la radiologie interventionnelle fait partie donc du domaine, du périmètre des secteurs interventionnels. Donc, l'approche proposée, c'est d'aborder les 8 critères spécifiques à chirurgie interventionnelle à travers ce qui est donné comme information dans les fiches pédagogiques qui sont faites par l'HAS, que ce soit donc sur les secteurs interventionnels, mais aussi sur la chirurgie ambulatoire que l'on traitera de manière concomitante en fait dans le cadre donc de ce comptoir. Puis il y a quelques autres critères, en particulier ambulatoires, puisque la chirurgie ambulatoire a une certaine spécificité de partager des exigences communes à toutes les prises en charge en fait ambulatoires, et certains critères qui concernent tout l'établissement. Donc, nous ne traiterons pas dans ce comptoir le médicament dans les secteurs interventionnels, parce qu'on estime que tout ce qui a trait aux médicaments a déjà été traité dans le comptoir médicaments, ni la particularité de la transfusion au bloc qui doit probablement être traitée dans le cadre d'un comptoir sur la transfusion sanguine, traitée donc par un hémovigilant. Donc, les enjeux des secteurs interventionnels, évidemment, ce sont des secteurs dans lesquels il y a une concentration de ressources, de moyens, que ce soit en termes de compétences ou d'investissement. Donc, ce sont des secteurs particulièrement coûteux, dont l'objectif, évidemment, est d'optimiser le fonctionnement. Donc, ces secteurs-là se caractérise aussi, d'une part parce qu'il concentre des professionnels et donc c'est un domaine privilégié de travail en équipe. Alors là, effectivement, l'HAS nous propose des démarches de travail en équipe, que ce soit à travers PACT ou que ce soit à travers les accréditations d'équipe. Et c'est aussi un secteur d'activité, un domaine d'activité qui concentre aussi les événements indésirables graves, comme l'a pu le prouver les 2 enquêtes ENEIS qui ont été réalisées donc dans les années 2000 et 2004, et la deuxième, je ne me souviens plus, je crois que c'était 2009. Donc, les secteurs interventionnels, ce sont donc des secteurs particulièrement à risque. C'est des secteurs de haute technicité, c'est des secteurs qui théoriquement concentrent des professionnels très compétents ou aux compétences particulièrement élevées. C'est un secteur qui, normalement, doit avoir eu un pilotage formalisé. Donc, la charte de bloc, c'est un élément qui fait partie des éléments à
à adresser dans le cadre de la préparation de la visite. Donc, cette charte de bloc est un petit peu le memento, c'est la bible de fonctionnement du bloc opératoire et des secteurs interventionnels. Le fonctionnement doit s'appuyer sur des procédures, sur des protocoles, sur des enregistrements donc, qui ont dû être formalisés dans le cadre aussi de cette charte de bloc. Et les actions, c'est-à-dire les résultats finalement de cette organisation, doivent se traduire dans la maîtrise de la programmation, que ce soit pour des activités programmées ou en urgence, par la coordination des équipes, et cette coordination évidemment s'appuie sur le partage d'informations, le circuit de l'information entre les différents acteurs dans l'avant, le pendant et l'après le bloc opératoire. La maîtrise des risques avec en particulier l'utilisation de la checklist de sécurité au bloc opératoire qui ne permet pas de contrôler tous les risques au bloc mais qui en tout cas en cible un certain nombre. Le circuit spécifique et réglementaire des DMI, puisque les dispositifs médicaux implantables sont quand même préférentiellement posés au niveau des secteurs interventionnels. Et pour ce critère, enfin pour cet élément particulier d'évaluation, c'est plutôt la méthode du patient traceur, nous allons le voir, qui va être privilégiée, mais c'est un élément important de coordination, je vais dire, entre le service, effectivement, et les blocs, et la pharmacie. La maîtrise des risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants, qui n'est pas spécifique des secteurs interventionnels, puisque la radiothérapie, la médecine nucléaire, donc qui sont en dehors des secteurs interventionnels, eux aussi peuvent, et l'imagerie médicale, peuvent effectivement être concernés par les critères relatifs à la maîtrise du risque des rayonnements ionisants. Et la maîtrise du risque infectieux qui, lui, concerne tout l'établissement, mais plus particulièrement avec des critères spécifiques au secteur interventionnel. Donc, toutes ces actions doivent découler d'une certaine formalisation au niveau de la charte de bloc et on s'attend, comme toujours dans le cadre des démarches qualité attendues de la HAS, à ce qu'il y ait un chapitre évaluation. Cette évaluation doit porter sur les éléments qui sont considérés comme les plus importants pour le bloc opératoire, donc le programme opératoire, les informations, la mise en œuvre de la checklist, les résultats cliniques et évidemment l'utilisation des indicateurs qui sont proposés par la HAS et qui à l'heure actuelle font l'objet aussi d'un recueil actif, je pense aux UQSS concernant donc la chirurgie ambulatoire entre autres. Donc les activités concernées, alors évidemment on a la chirurgie, mais pour ce qui est par exemple des rayonnements ionisants, nous voyons que donc les activités interventionnelles sous imagerie médicale vont être particulièrement concernées et on peut s'attendre à ce que lors des patients traceurs, les experts visiteurs fouillent enfin, ou interrogent peut-être de manière plus approfondie, avec plus d'attention effectivement, les équipes et les patients, dans le cadre de patients traceurs, concernant en particulier la maîtrise des rayonnements ionisants. On a donc la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie, avec en particulier la permanence des soins, avec l'articulation avec le SAMU et le SMUR, donc la régulation, le secteur des urgences. Nous avons la chirurgie ambulatoire qui, elle, a dépassé le taux national, puisqu'on a atteint actuellement, je crois, 61% de chirurgie ambulatoire dans l'année 2021. Donc, la chirurgie ambulatoire concerne donc le secteur interventionnel, l'activité des transplantations d'organes et de greffe de moelle osseuse ou le traitement des grands brûlés. Donc, on a donc toute une série de secteurs d'activité qui rentrent donc dans le giron des critères rassemblés par la chirurgie et l'interventionnel. Et au niveau de la maternité, il ne faut pas oublier effectivement que le bloc césarienne appartient donc à ce secteur et les critères relatifs donc à l'interventionnel concernent aussi évidemment le bloc de césarienne. Alors, dans le cadre de la préparation à la certification, il y a des documents qui seront adressés à l'HAS et qui peuvent effectivement orienter le choix des patients traceurs, des parcours, des traceurs ciblés. Et ben, on a évidemment la charte du bloc opératoire pour ce qui est des secteurs interventionnels, mais aussi le rapport de l'Agence de sûreté nucléaire, si on en a un, le bilan des événements indésirables. J'ai oublié de marquer le rapport de l'Agence de biomédecine aussi, qui peuvent concerner effectivement plus particulièrement les secteurs interventionnels.
Donc, juste pour faire un parallélisme entre la V 2014 et la V 2020, donc dans la V 2014, nous avions 2 PEP. Donc, il y avait le bloc opératoire et puis les secteurs qui étaient considérés comme des secteurs à risque. Là, c'est fini en nouvelle certification V21-2020. C'est chirurgie et interventionnelle qui sont regroupés avec un critère spécifique à l'ambulatoire. Et pour ce qui est de la radiologie interventionnelle, l'inclusion de la radiologie interventionnelle dans ce qui est chirurgie interventionnelle. La maternité aussi se retrouvant donc par le bloc rattaché ou plutôt bénéficiant donc des critères du secteur interventionnel. Les méthodes d'investigation, donc ce ne sont plus des thématiques. Les méthodes d'investigation pour ces secteurs interventionnels, c'est un peu complexe parce qu'en réalité, les secteurs interventionnels vont pouvoir relever de toutes les méthodes d'évaluation qui sont développées par la HAS, puisqu'on peut avoir des patients traceurs. Et là, c'est effectivement l'information du patient qui sera recherchée. Nous verrons plus particulièrement après sur quoi. Le parcours traceur, avec en particulier donc la coordination des équipes et la maîtrise des risques, dont la checklist. Les traceurs ciblés, donc qui peuvent porter aussi bien sur la transfusion, donc ça, je rejoins un autre comptoir, les événements indésirables graves, ou les événements indésirables aussi liés à des infections contractées en milieu hospitalier, donc ou que ce soit aussi la désinfection des endoscopes, si c'est utilisé au niveau des secteurs interventionnels, l'antibioprophylaxie, ou la façon de s'articuler pour organiser au niveau d'un bloc opératoire tout ce qui est l'activité d'urgence, c'est-à-dire des accueils non programmés. Sans oublier évidemment que le transport, avec en particulier le transport des services vers les blocs, peuvent être concernés aussi par les secteurs interventionnels. Donc, c'est un petit peu difficile de vous présenter de manière complètement isolée les secteurs interventionnels parce que les secteurs interventionnels vont pouvoir être observés en fait par pratiquement toutes les méthodes et presque tous les traceurs ciblés concernent effectivement le secteur interventionnel. Dans le cadre des audits système, les professionnels du bloc peuvent aussi être interrogés sur les 7 objectifs du chapitre 3, que ce soit sur leur positionnement dans le cadre donc de la politique territoriale de l'établissement, que ce soit au niveau de la qualité de vie au travail, que ce soit au niveau du leadership ou de la culture sécurité, que ce soit au niveau de l'utilisation des indicateurs de qualité et sécurité des soins. Donc, quel que soit les critères du chapitre 3, les professionnels du bloc opératoire peuvent être sollicités pour pouvoir répondre à des questions dans le cadre de l'audit système. Donc, cela veut dire que tous les professionnels sont censés pouvoir répondre à l'ensemble des critères, je vais dire, du manuel de certification, ou en tout cas un grand nombre des critères du manuel de certification. Mais enfin, pour ce qui concerne les secteurs interventionnels, on va dire qu'il y a 8 critères spécifiques, dont 2 impératifs, checklist et antibioprophylaxie. 2 critères qui concernent tout établissement, c'est la pose des DMI et les rayonnements ionisants. Et un critère spécifique ambulatoire qui concerne donc l'information donnée aux patients dans le cas des prises en charge de chirurgie ambulatoire. Prévoir, vous voyez, on avait tout ce qui était la charte du bloc opératoire, on avait les procédures, on avait les échanges d'informations dans la V 2014, on avait le système d'information qui devait être intégré au système information hospitalier. Donc là maintenant, il s'agit à travers en particulier du parcours, de la méthode de parcours ou de la méthode des traceurs ciblés, de montrer effectivement comment les professionnels utilisent le système d'information, qu'il soit papier ou qu'il soit informatisé, et tout ça va se retrouver en gros au niveau de l'organisation du transfert des informations dans le secteur interventionnel avec l'amont et avec l'aval. Dans la mise en œuvre, on avait la responsable de la régulation du programme. Là, les acteurs de la programmation se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences, donc il n'y a pas un grand changement. La checklist, on la retrouve comme critère impératif. La traçabilité des DMI, on le retrouve à travers la méthode du patient traceur. Et concernant les pratiques, les procédures ou les références, nous voyons donc qu'il y a des critères spécifiques relatifs donc à l'antibioprophylaxie, au risque infectieux, la maîtrise du risque infectieux, les autorisations de sortie qui doivent être procédurées
au niveau de la charte du secteur ambulatoire, et la maîtrise des risques liés à l'utilisation des rayonnements ionisants qui doivent en particulier s'appuyer sur l'utilisation des protocoles au niveau du bloc des secteurs interventionnels, bloc ou secteur interventionnel. En termes d'évaluation, donc il y avait les IQSS, on a toujours les IQSS, et par rapport à ces IQSS, il y a en sus donc l'exigence d'évaluation de la checklist et l'exigence d'évaluation de l'activité de prélèvement et greffe d'organes que nous allons voir tout à l'heure. Donc, les méthodes, vous voyez qu'il y a du patient traceur pour tout ce qui est l'information donnée au patient. Donc, information concernant l'exposition aux risques liés relatifs au rayonnement ionisant. Alors là, nous verrons tout à l'heure aussi qu'il y a des secteurs d'activité, des secteurs interventionnels qui sont plus particulièrement peut-être exposés dans le cadre de ce critère. Il y a la méthode du parcours traceur qui concerne la programmation, les informations, la checklist, l'autorisation de sortie à travers soit des parcours traceurs programmés urgents, que ce soit de la chirurgie conventionnelle ou de la chirurgie ambulatoire, et puis les traceurs ciblés avec le traceur ciblé antibioprophylaxie. Dans le cadre donc des traceurs ciblés médicaments, il peut y avoir la particularité donc du choix de l'antibioprophylaxie comme cible de la réalisation d'un traceur ciblé au niveau des secteurs interventionnels. Un traceur ciblé peut aussi porter sur une infection liée aux soins, puisqu'ils peuvent très bien repérer dans la liste des événements indésirables des infections qui se sont produites au niveau probablement du bloc opératoire, remonter donc en particulier tout ce qui est attrait à la préparation cutanée de l'opéré. Et puis, il y a le traceur ciblé concernant l'activité de prélèvement et de greffe. Et quelle que soit la méthode traceur utilisée, il y aura toujours, donc l'expert visiteur sera à même de pouvoir renseigner lors de son passage dans les différentes parties de l'établissement et en particulier le bloc opératoire, la grille qui concerne le secteur bloc et interventionnel, mais aussi des éléments qu'il peut observer au niveau du bloc, que ce soit au niveau du respect de la dignité du patient, que ce soit des mineurs dans les secteurs interventionnels, que ce soit au niveau de la présentation ou de l'identification des professionnels, que ce soit au niveau de l'identification, puisque l'on a au niveau du secteur, des secteurs interventionnels, évidemment, l'utilisation qui est faite du bracelet d'identification n'est pas uniquement en matière donc d'identité-vigilance. Il pourra, au niveau du bloc opératoire, voir aussi quelle est la gestion des médicaments à travers donc la sécurité des produits de santé, leur stockage, au niveau donc des secteurs interventionnels. La tenue, avec d'un coup d'œil rapidement l'identification de la conformité ou de la non-conformité à des exigences qui sont donc spécifiées dans la fiche donc, concernant la tenue des professionnels. Les urgences vitales, la gestion de l'urgence aussi au niveau du secteur interventionnel, donc qui peut relever de la procédure dès l'établissement ou de dispositions particulières au secteur interventionnel. Et évidemment, pour ce qui est du critère relatif au rayonnement ionisant, le port des dosimètres, la disponibilité des dosimètres au niveau des secteurs interventionnels et leur utilisation par les professionnels de santé. Donc ça, ce sera du vu, de l'observer. Donc, rien qu'en observant, évidemment, les experts visiteurs peuvent rapidement se faire une idée du respect des principes donc, de maîtrise des risques adoptés par les professionnels de l'établissement. Alors, la programmation. Donc là, j'aborde chacun des critères spécifiques au secteur interventionnel. Donc, la programmation va être explorée par la méthode du parcours traceur. Alors, les méthodes sont en cours d'être revues par les experts visibles par la HAS. Et donc, la réunion de toutes les équipes qui ont participé à un parcours traceur sera peut-être revue. L'HAS réfléchit à la mise en œuvre en fait, de ce parcours physique avec un entretien avec les différentes équipes dans leur lieu d'exercice et pas forcément réunies dans un seul lieu. Donc ça, on verra cet été
ce qui ressort de quelques modifications de cette méthode parcours traceur, mais de toute façon, le principe sera toujours d'avoir un fil rouge, un dossier, donc un séjour clôturé pour lequel, en fait, l'expert visiteur fera donc le parcours donc, de cette prise en charge, avec un entretien, évidemment, avec les différentes catégories professionnelles qui ont participé à ce parcours. Donc, concernant la programmation, évidemment, tout va reposer sur la capacité des équipes à pouvoir exposer à travers le fil rouge la façon dont la programmation se fait au niveau de l'établissement. Donc, dans les guides pédagogiques, c'est vrai qu'on a théoriquement une programmation prévisionnelle qui est faite donc avec la participation de tous les professionnels concernés par la préparation du programme opératoire, avec en général une réunion à J-8, en tout cas la semaine qui précède la semaine à programmer. Et il y a donc un contenu de programmation à respecter avec l'identification évidemment des acteurs des interventions, l'identification éventuellement du matériel, les besoins spécifiques au type d'intervention à prévoir. Et tout cela peut être exposé ou doit être exposé effectivement par les professionnels lors de l'explicitation de la prise en charge du parcours qui aura été sélectionné. Donc, le parcours pourra être évidemment un parcours de patients programmés en secteur interventionnel ou un parcours de patients non programmés, donc d'une urgence, voire d'une transplantation, voire effectivement d'une activité de prélèvement et de greffe. Donc, comment effectivement ces activités inattendues sont intégrées dans les programmes opératoires programmés, conformément théoriquement à la charte du bloc opératoire qui a dû spécifier les modalités d'intégration des activités non programmées. Donc, cette programmation prévisionnelle et donc à distance doit normalement être régulée puisqu'il doit y avoir des règles de régulation qui permettent justement d'intégrer les urgences au programme programmé. Et les modalités donc d'annulation, de rajout, d'intégration doivent avoir été définies et les professionnels interrogés doivent être capables de pouvoir les expliciter, voire de répondre sur effectivement le fonctionnement, la qualité du fonctionnement de cette programmation. Donc, peut-être suite au Covid, vous voyez que dans le cadre donc, de cette programmation, une attention particulière des experts visiteurs porte sur les règles finalement de déprogrammation et de reprogrammation. C'est vrai que la période Covid a amené les équipes en particulier à revoir les programmes opératoires en fonction de priorités, de profils patients et les modalités évidemment de reprogrammation par rapport à des délais qui auraient été convenus par rapport à la gravité de la prise en charge doivent avoir été explicités. Donc, on voit apparaître quelque chose qui n'existait peut-être pas auparavant et que la période Covid a fait probablement travailler toutes les équipes sur les règles là, de déprogrammation, d'information du patient, de reprogrammation, avec des procédures formalisées pour ne pas faire perdre de chance aux patients qui sont déprogrammés, en particulier dans le cadre d'interventions de cancérologie ou des interventions qui remettent en question plus particulièrement le fonctionnement vital de certains organes des patients. Donc, ces règles-là doivent être connues. Les responsabilités doivent être définies et connues, donc définies dans la charte connue des professionnels. Donc, à tout moment, on doit être capable de dire qui est le coordonnateur médical, puisqu'il doit y avoir un coordonnateur médical qui arbitre les choix 24 heures sur 24. On doit avoir des supports de programmation maîtrisés qui permettent d'identifier les professionnels qui sont prévus pour les interventions chirurgicales et on doit avoir des règles de priorisation des urgences connues et respectées. Tout ceci, évidemment, s'appuyant sur de l'évaluation. Donc, quels sont les outils développés par l'établissement pour pouvoir évaluer la qualité, effectivement,
de cette programmation. Donc, y a-t-il des indicateurs et comment ces indicateurs sont exploités éventuellement au niveau du conseil de bloc, qui est l'instance de gestion des blocs ou secteurs interventionnels. Y a-t-il des actions d'amélioration? Donc, tout ceci doit faire l'objet effectivement d'une réflexion d'équipe de façon à ce que les professionnels qui potentiellement seront interrogés soient en capacité de pouvoir répondre sur l'efficience finalement de votre organisation en termes de programmation. Le circuit d'information, c'est un peu pareil, on est toujours sur le même parcours traceur, donc là, c'est la façon de pouvoir décliner la continuité de l'information relative aux patients, que ce soit à partir des consultations, de la programmation, le recueil donc des autorisations en particulier pour les mineurs qui seront donc vérifiés lors de la checklist de sécurité au bloc, puisque les équipes se transmettent les informations utiles en amont et en aval de l'intervention pour sécuriser la prise en charge du patient, et toute intervention n'est déclenchée que si le dossier du patient est complet, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a défini les pièces du dossier qui doivent se retrouver au niveau du bloc opératoire pour pouvoir effectivement intervenir sans danger sur le patient. Donc, on a des éléments qui sont déjà connus, donc ça dépend évidemment du degré d'informatisation de chaque établissement. Le tout, c'est que l'ensemble des informations qui suivent le parcours du patient soient accessibles à l'ensemble des professionnels qui sont habilités à les consulter, et que ces informations, effectivement, on puisse retrouver des éléments incontournables, que ce soit effectivement en termes de prescription, que ce soit en termes de coordination, que ce soit en termes de compte-rendu de consultation, de consentement, de checklist, présence de la checklist, présence effectivement du dépistage de MCJ, présence de la feuille d'anesthésie. Donc, toutes ces informations, les professionnels doivent être en capacité de pouvoir expliquer comment ça fonctionne, et on s'attend à ce que le fonctionnement de cette transmission d'informations soit à peu près équivalente sur l'ensemble des parcours concernant les secteurs interventionnels. Donc, comment est évaluée la qualité des informations? Donc, y a-t-il des événements indésirables? Y a-t-il des CREX qui portent effectivement sur des problèmes de rupture dans la communication? Donc, y a-t-il des audits? Y a-t-il des no-go relatifs donc à des problèmes de transmission d'informations? Donc là aussi, on renvoie vers l'exploitation des événements indésirables, avec peut-être des actions d'amélioration. Et là, toujours, est-ce que les équipes sont en capacité de pouvoir présenter des démarches d'amélioration de la transmission de ces informations? Le troisième critère, c'est les DM implantables. Alors, les DM implantables, on change de méthode, on est sur du patient traceur. Pourquoi? Même parce que, effectivement, ce qui compte, c'est que le patient soit effectivement au fait qu'on lui a implanté un dispositif médical, et non seulement en termes d'identification, évidemment, du dispositif médical, mais aussi qu'il soit informé des précautions, des conduites à tenir, de la durée de vie de ce dispositif médical implantable. Donc, il y a un élément incontournable qui apparaît là dans ce critère, qui est en fait un document traçant l'ensemble des informations du dispositif et de l'équipe qui a implanté ce dispositif, et qui peuvent être résumés dans ce qu'on appelle la carte d'implant ou un équivalent documentaire qui soit remis au patient à la sortie. Donc, cette information, les experts visiteurs vont l'apprécier donc en interrogeant le patient, donc pour savoir effectivement quelle information lui a été donnée avant son intervention, et éventuellement donc une information complète, c'est-à-dire sur ce qui va survenir après l'intervention sur ce dispositif médical, et aussi l'information qui va lui être donnée lors de la préparation de sortie, donc en termes de rappel de l'information donnée préalablement. Donc, la question donc avec l'équipe, en particulier des secteurs interventionnels, c'est finalement quel est leur rôle, quel rôle ils jouent dans la transmission des informations vers le secteur, je vais dire, d'aval, qui est le service qui clôture le séjour du patient et qui est censé remettre au patient la carte d'implant ou son équivalent
lors de la sortie du patient. Donc, il faut avoir défini les responsabilités des professionnels au niveau du secteur interventionnel, avoir défini un circuit d'information concernant donc cette carte d'implant ou ce document qui trace les informations relatives au DMI. Donc, cette traçabilité concerne évidemment le bloc, mais aussi la pharmacie et le service. Et puis, au niveau du service clinique, c'est comment on contrôle, on s'assure, on vérifie lors de la sortie du patient que le document avec toutes les informations sont bien remises au patient au moment de la sortie, c'est-à-dire la lettre de liaison et la carte du DMI. Donc, il y a là un vrai travail d'articulation entre les secteurs interventionnels et le bloc opératoire et la pharmacie, puisque bien souvent, c'est les trois avec des traçabilités, que ce soit au niveau du dossier du patient, que ce soit au niveau de la lettre de liaison ou que ce soit au niveau du dossier médical partagé ou du dossier pharmaceutique. Donc, les DMI, je vous rappelle qu'il y a effectivement le décret de matériaux-vigilance. Ce qui est certain, c'est qu'on va vers un système européen d'identification, un système UDI, donc qui identifie chaque dispositif médical implantable. Donc, la question au niveau des blocs, c'est quand on reçoit un DMI, est-ce qu'on a une carte d'implant? Est-ce qu'on a un document qui a déjà été préparé par le fabricant? Donc, les professionnels le savent-ils? Donc, a-t-on bien identifié la liste des DMI qui peuvent relever donc de la définition et des exigences de matériaux-vigilance? Quel est le circuit? Et donc, vous voyez que le fabricant doit donner des informations concernant le DM, la dénomination du DM, le numéro de série de lot, le nom du fabricant du mandataire, mais que l'établissement se doit de compléter avec le nom du patient, le nom du médecin utilisateur, l'établissement, la date d'implantation et tout ce qui relève en fait des mises en garde, des précautions, mesures à prendre par le patient ou le professionnel de santé concernant ce DMI et les délais aussi d'utilisation. Donc, soit on a une carte qui peut être complétée, soit l'établissement doit mettre en place des supports qui soient adaptés effectivement au recueil de l'ensemble de ces informations et qui puissent être données aux patients à la sortie. Donc, il y a un arrêté du 8 septembre 2021 qui est venu actualiser la qualité donc, du circuit des DMI. Il y a un décret qui concerne en fait, dans le cas très particulier de la chirurgie esthétique, on a les mêmes obligations concernant des produits. Donc là, on n'est pas dans le DMI, on est dans les produits, mais on a des exigences qui sont à peu près équivalentes. Et puis, je vous rappelle que le décret de 2016 fait état que dans la lettre de liaison qu'on est en train d'évaluer à l'heure actuelle, eh ben, du moment où il y a la pose d'un dispositif médical implantable, cette pose soit effectivement signalée, tout en sachant que dans la carte d'implant, évidemment, qu'on peut aussi tracer comme ayant été remise à la sortie dans la lettre de liaison, doivent être spécifiées aussi toutes les mesures de précaution à prendre concernant le DMI. Donc, très rapidement, vous savez qu'en région PACA, on a participé en 2020 à un audit CAQES et que globalement, le taux de conformité du document remis au patient était de 61%. Le taux de conformité du document remis au patient en Corse était de 63%, donc on est à peu près équivalent, qu'on soit région PACA Corse, et que donc il y a des attendus en termes organisationnels, que ce soit au niveau européen, que ce soit au niveau national, mais que chaque établissement était censé mettre en place un plan d'action pour améliorer l'exhaustivité des informations données aux patients concernant les DMI. J'ai trouvé ce document qui était intéressant et que vous pourrez utiliser éventuellement si vous ne l'avez pas non plus pour sensibiliser effectivement les patients au risque évidemment d'avoir un implant et donc les questions qui peuvent se poser, que ce soit sur la permanence de l'information sur eux, que ce soit sur le suivi médical ou encore l'information partagée avec le médecin traitant. Donc, après les DMI, donc vous voyez qu'il y a le patient traceur, mais là, on revient sur parcours traceur. On a la checklist de sécurité au bloc opératoire avec une particularité qui est en fait la décision finale. Donc, le go, on y va, le no-go, on n'y va pas, ou on y va de manière retardée, ou alors on annule l'intervention. Donc, cette checklist qui a été revue en 2018 doit être utilisée par tout établissement de santé avec des particularités en cas de prise en charge effectivement des mineurs, puisqu'on doit avoir les autorisations signées des parents et on doit prendre en considération un certain nombre de risques liés effectivement
à l'âge ou au poids du mineur avec des risques particuliers. Donc, cette checklist en 3 parties, on a 2 critères, l'un impératif, l'autre non impératif. Donc, l'impératif, c'est que la checklist soit mise en œuvre. Le critère qui n'est pas impératif, c'est qu'on évalue l'application de la checklist. Donc, dans le critère impératif, on va l'évaluer à travers le parcours traceur, le dossier fil rouge. Donc déjà, évidemment, dans le dossier qui sera sélectionné, la checklist, on espère, sera présente puisqu'il faudra effectivement la présenter aux experts visiteurs. Donc, les éléments d'évaluation qui répondent à une des questions qui a été posée, c'est que cette checklist, donc, lors de l'entretien de l'expert visiteur avec les professionnels, c'est comment mettez-vous en application la checklist, donc est-elle faite toujours, est-ce qu'elle est systématique, est-ce que tous les items sont effectivement passés en revue, est-ce qu'elle est adaptée, puisqu'on a des checklists qui sont spécifiques au secteur des endoscopies digestives, des endoscopies bronchiques. On a aussi la checklist radiologie interventionnelle qui est quand même bien différente qui est différente quand même de la checklist au bloc opératoire. Et on a une checklist qui n'est pas une checklist HAS, mais qui est une checklist qui est reconnue pour tout ce qui est les activités de césarienne. Donc, on a des checklists différenciées. Est-ce que chaque secteur interventionnel utilise la bonne checklist au sein de l'établissement? Est-ce qu'elle est réalisée de manière exhaustive à chaque étape et est-ce qu'elle est réalisée par les professionnels qui sont concernés et qui sont présents à chacune des étapes, c'est-à-dire avant l'induction anesthésique, avant l'incision et avant la sortie du patient du bloc opératoire? Donc ça, c'est des informations que l'expert visiteur va pouvoir avoir auprès des professionnels qui vont lui décliner la façon qu'ils ont de pratiquer la checklist. Il peut y avoir des informations qui seront couplées puisqu'on peut être amené à faire plusieurs parcours traceurs. Donc, on pourra faire plusieurs parcours traceurs de chirurgie, que ce soit en ambulatoire ou que ce soit en programmé ou que ce soit en urgence. Donc, on aura potentiellement déjà 3 checklists effectivement à visionner à travers le fil rouge. Et puis, l'expert visiteur, en fonction aussi des réponses des professionnels, peut être amené à pouvoir demander de voir éventuellement une intervention chirurgicale. C'est toujours sous autorisation. Ce n'est pas forcément systématique. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en avant par les professionnels pour essayer de briller concernant l'utilisation de la checklist? Déjà, la dynamique managériale qui appuie une culture de sécurité. C'est-à-dire, est-ce que vraiment le top management fait de l'utilisation de la checklist un élément important de la sécurité de la prise en charge des patients au bloc opératoire? Donc, est-ce que ce top management est relayé par l'encadrement de proximité? Est-ce qu'on en parle au niveau du conseil de bloc? Est-ce qu'on a, lors des PV du conseil de bloc, des points sur l'utilisation de la checklist au bloc opératoire, l'exploitation des no-go? Donc, tout cela, évidemment, doit être mis en avant par les professionnels de santé interrogés. Évidemment, c'est la participation active qui est attendue des professionnels en secteur interventionnel. Donc, l'expert visiteur peut demander effectivement et comment vous faites. Donc, lorsqu'on rentre le patient en salle, qui prend en charge la checklist, comment vous faites pour communiquer les informations. Bref, poser des questions pour savoir si effectivement c'est une information qui est partagée de manière orale et qui est faite en temps réel pour pouvoir cocher avec éventuellement le patient ou l'entourage les vérifications avant induction d'anesthésie ou après, lors de l'arrivée du chirurgien, le contrôle chirurgical. Donc, la participation du patient à la démarche peut être aussi expliquée au niveau du service clinique, dans le cadre d'un parcours, pour effectivement diminuer l'anxiété potentielle du patient de devoir décliner plusieurs fois son identité ou le motif de sa descente au niveau du secteur interventionnel. Donc, la dynamique d'appropriation, c'est que chaque établissement puisse faire état de différentes checklists utilisées applicables à leurs différents secteurs d'activité. Et concernant l'évaluation de la checklist, toujours pareil, donc des indicateurs sont définis. Donc, est-ce que les professionnels connaissent ces indicateurs? Est-ce qu'ils ont été définis? Est-ce qu'ils les connaissent? Que vont-ils pouvoir dire sur l'évolution de ces indicateurs? Est-ce qu'on a des résultats affichés dans les secteurs interventionnels concernant ces indicateurs? Donc, est-ce qu'on évalue l'audit de pratique? Est-ce qu'on évalue le taux de remplissage des items? Est-ce qu'on évalue le nombre de no-go? Est-ce qu'on évalue les événements indésirables associés aux soins
qui se sont produits malgré l'utilisation de la checklist. Donc, tout ce retour d'expérience doit effectivement être rendu aux professionnels de santé de façon à ce qu'ils puissent en faire état lors de leur rencontre avec l'expert visiteur. Donc là, je vous passe très rapidement le fait que des outils faits par l'HAS, c'est toujours les mêmes, mais on a des outils donc à la fois qui permettent d'évaluer la pratique, mais aussi qui permettent d'évaluer ce que pensent les professionnels de la checklist ou encore le rôle qu'a pu avoir la checklist dans la mise en place donc de débriefing d'événements indésirables et aussi l'évaluation évidemment des résultats. Finalement, c'est est-ce que l'on a encore des erreurs de site opératoire, est-ce qu'on a encore des oublis de compresse, est-ce qu'on a encore des pertes de prélèvement à la pâte. Voilà, donc là, je vous passe très rapidement, vous trouverez tout ça dans le document sécurité du patient au bloc avec tous les questionnaires qui peuvent être utilisés et qui peuvent donc vous permettre de montrer la dynamique d'évaluation que vous avez au niveau de l'utilisation de la checklist. Alors, concernant les rayonnements ionisants, très rapidement, les secteurs comme la chirurgie vasculaire, les secteurs comme la cardiologie interventionnelle, la neuro-interventionnelle, vont être des secteurs évidemment qui risquent d'être beaucoup plus impactés, beaucoup plus interrogés concernant la maîtrise qu'ils peuvent avoir des doses utilisées lors de leurs actes, que peut-être effectivement la chirurgie ORL ou la chirurgie ophtalmo. Bon. Donc, au niveau d'un bloc, d'un secteur interventionnel, c'est effectivement bien connaître les dispositifs de rayonnement, donc d'utilisation des rayonnements ionisants. Donc, on a une personne ressource qui est la personne compétente en radioprotection, que doivent connaître les professionnels, la médecine du travail, qui joue un rôle dans la surveillance des professionnels exposés au rayonnement ionisant, et le physicien médical qui intervient dans l'optimisation des protocoles pour l'utilisation donc des sources de rayonnement ionisant. Donc, l'expert va évaluer à travers le patient traceur. Donc, c'est là où je dis les patients traceurs, il est certain qu'ils évalueront davantage ces critères-là sur des patients traceurs exposés à des risques vraiment de rayonnement, radiothérapie, médecine nucléaire, mais peut-être aussi chirurgie vasculaire ou cardiologie interventionnelle. Donc, quelle information a été donnée aux patients préalablement à la réalisation du geste, si en particulier c'est un geste programmé. Donc, quelle information est donnée sur les risques déterministes de radiodermite? Est-ce qu'il y a des supports d'information qui sont donnés aux patients de manière papier? Et puis après, au niveau des professionnels, c'est finalement comment vous maîtrisez effectivement au niveau des secteurs interventionnels les sources de rayonnement ionisant. Donc, est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce que les professionnels qui sont habilités à utiliser ces rayonnements ont été formés? Est-ce qu'il y a une formation à la radioprotection patient? Est-ce qu'il y a une formation des médecins en particulier à la radioprotection patient des médecins, la radioprotection des professionnels, pour tous les professionnels qui sont dans un secteur réglementé. Donc, l'expert visiteur va observer dans les secteurs interventionnels, en particulier le zonage, le signalement, l'affichage, les mises en garde de l'exposition à des rayonnements ionisants. Il faut évidemment que tous les badges soient disponibles, soient nominatifs pour tout ce qui est de l'utilisation des dosimètres passifs. Et il faut que les professionnels puissent répondre lors de l'entretien avec les professionnels de la formation itérative qu'ils peuvent avoir ou à la radioprotection pour des professionnels tous les 3 ans ou à la radioprotection patient, je ne me souviens plus si c'est tous les 7 ou 10 ans. Donc, les conduites à tenir en cas d'incident avec les rayonnements ionisants, là, la question sera davantage posée évidemment sur le patient traceur dans lequel il y a vraiment des risques probablement de dermite à moyen long terme, donc ou moyen terme d'ailleurs. Donc les modalités de déclaration, là on est dans une vigilance qui relève aussi donc des vigilances sanitaires. Donc on doit être capable, les professionnels doivent être capables de savoir comment ils font pour déclarer à la personne compétente en radioprotection et comment cette déclaration part après à l'autorité de sûreté nucléaire.
Donc là, je passe un peu rapidement parce que vous voyez donc qu'il y a la justification des expositions. Donc dans le patient traceur, effectivement, la pertinence de l'acte à réaliser qu'on évalue davantage en parcours, mais qui pourra aussi être posé aux experts, par les experts visiteurs aux équipes dans le cadre des patients traceurs, c'est effectivement la justification de l'acte par rapport donc à des facteurs de risque que peuvent présenter les patients de par leur exposition préalable déjà à des rayonnements ionisants. Donc là, on est sur la justification des expositions, la limitation à partir donc de l'utilisation de procédures techniques qui diminuent donc les doses administrées, l'optimisation de la protection, donc à la fois par le zonage et la maîtrise donc des rayonnements que par effectivement les protocoles appliqués et la protection évidemment des professionnels avec les tabliers, avec les lunettes, avec éventuellement des dosimètres de bagues, etc. en fonction donc de ce qui est utilisé. Donc, ce qui va être regardé au niveau du dossier patient, c'est la traçabilité de la dose délivrée au patient. Donc, normalement, dans tout compte-rendu de radiologie interventionnelle ou d'intervention avec utilisation de rayonnement ionisant, on doit être en capacité de pouvoir retrouver l'appareil utilisé, le patient, le professionnel qui a effectivement fait l'acte et la dose qui a été donc délivrée au patient, avec dans les établissements la possibilité de pouvoir cumuler ces doses lorsque l'on est dans des protocoles dans lesquels les patients reçoivent des doses itératives. L'antibioprophylaxie, donc là on est dans un cadre de traceur ciblé. Donc la méthode, c'est le traceur ciblé médicament. Donc l'expert visiteur va prendre un patient opéré au bloc opératoire et il va aller demander au professionnel qui est l'anesthésiste comment a été organisée l'antibioprophylaxie pour cette intervention. Donc là, on est évidemment devant la nécessité d'avoir des protocoles d'antibioprophylaxie. Il y a la SFAR qui les a réactualisés en 2018 ou 2019, je ne me souviens plus très bien. Mais ces protocoles doivent être disponibles dans les lieux de consultation. Donc, lors de la consultation, le protocole d'antibioprophylaxie a dû être formalisé par l'anesthésiste avec donc la molécule et la dose adaptée au poids ou à l'âge du patient. Les professionnels doivent avoir reçu une formation à l'antibioprophylaxie et puis on doit connaître évidemment le référent antibiotique de l'établissement. Au niveau du bloc, les mêmes protocoles doivent être connus, disponibles ou affichés. Et puis, ne pas oublier qu'effectivement, pour l'antibioprophylaxie, on a un item de la checklist qui nous permet effectivement de vérifier si l'antibioprophylaxie a été faite avant l'incision, puisque sinon, on se retrouve à devoir attendre et donc à faire un no-go avec un retard probablement à l'intervention. Donc, important de savoir si on a des no-go relatifs à l'oubli de l'antibioprophylaxie dans le cadre des procédures mises en place par les anesthésistes. Les molécules, ça permet d'investiguer si effectivement quel est leur stockage, quelle est la délivrance par la pharmacie. Donc ça dépend un peu de l'organisation qui est faite des médicaments au niveau du bloc opératoire. Et la traçabilité de l'administration, donc savoir, d'abord il faut savoir qui l'a prescrit, il faut savoir qui l'a administré, donc qui est le professionnel qui a administré, quelle molécule, quelle dose, quel délai par rapport à l'incision et est-ce qu'il y a besoin d'un rappel de deuxième dose. L'évaluation des pratiques, c'est de savoir si on a déjà fait dans l'établissement un audit de pratique en matière d'antibioprophylaxie. Donc, l'HAS a proposé une grille. Est-ce qu'on exploite les no-go checklist sur des problèmes d'antibioprophylaxie? Est-ce qu'on suit le taux des ISO, donc des infections de sites opératoires dans l'établissement? Pour les établissements qui font de l'orthopédie, ils ont le résultat des IQSS ISO ortho. Et est-ce qu'on a un programme d'action qui concerne donc l'amélioration des pratiques d'antibioprophylaxie? Les bonnes pratiques péropératoires, j'accélère un peu, c'est aussi un traceur ciblé, donc prévention des infections associées aux soins. Donc là aussi, on peut partir d'une infection, d'un cas d'un patient qui effectivement a pu être infecté et le professionnel va pouvoir faire remonter avec les professionnels du secteur interventionnel l'utilisation donc des protocoles du CLIN
La vérification donc préalable que le patient a bien été préparé pour le bloc opératoire, puisque vous savez que même dans la checklist de sécurité au bloc opératoire, il y a un item qui est avant l'induction anesthésique, qui est que l'on vérifie la préparation cutanée de l'opéré. Et il y a un deuxième item qui concerne aussi le fait que l'on applique les bonnes pratiques donc formalisées de préparation cutanée au bloc opératoire. Donc, ces informations-là sont à pouvoir être explicitées par les professionnels. Donc, le travail fait avec l'équipe opérationnelle d'hygiène concernant la protocolisation de la préparation donc, des patients. Et puis, il faut évidemment qu'on ait des audits au niveau de l'établissement faits avec l'équipe opérationnelle d'hygiène ou le référent d'hygiène concernant donc l'hygiène des mains, mais aussi la préparation cutanée ou les tenues. Donc là, pour les tenues, je renvoie à la grille observation qui va être faite par tous les experts visiteurs et que tous les établissements peuvent faire de manière itérative pour préparer effectivement les équipes à respecter les bonnes pratiques attendues de tenue au niveau des secteurs interventionnels ou même des services cliniques. Donc, obligation d'évaluation, connaissance des professionnels de l'équipe opérationnelle d'hygiène, exploitation des indicateurs au niveau donc du secteur d'activité. Donc, ce qui est à proscrire, évidemment, c'est la masque en collier autour du cou. Donc, le Covid est venu nous rappeler les bonnes pratiques de mise en place du masque. La barbe non protégée, les bijoux. Donc, ça, c'est un élément d'évaluation qui est facile à repérer. Et évidemment, la sortie du bloc opératoire dans des tenues qui ne seraient pas dédiées au bloc opératoire. Donc, la grille d'observation, je vous l'ai présentée tout à l'heure, on a effectivement tous ces éléments là-dessus. Là, je passe parce que c'est un rappel des critères, les 6 critères qui concernent en fait le risque infectieux. Tous ces critères-là, évidemment, s'appliquent au niveau du bloc opératoire, même y compris la mise en place de dispositifs invasifs, que ce soit dans les pratiques anesthésiques ou que ce soit dans les de SSPI ou que ce soit au niveau donc du secteur interventionnel lui-même. Au niveau de la chirurgie ambulatoire, donc on a atteint 61% de chirurgie ambulatoire et la région PACA a un taux même plus haut, je crois qu'on est à 64% de chirurgie ambulatoire, donc ça devient une généralité, la chirurgie ambulatoire en région PACA. On a des éléments d'évaluation, dont en particulier la satisfaction du patient. On a des IQSS obligatoires et optionnels. Donc concernant l'ambulatoire, on a un critère qui concerne l'information du patient qui va être investigué par la méthode du patient traceur, avec un entretien avec le patient et les professionnels. Donc, comment on a organisé l'information, le consentement éclairé au projet de soins qui se fait en ambulatoire, la participation du patient à son projet de soins et la remise d'un document qu'on appelle le passeport ambulatoire qui permet donc de résumer le circuit du patient et les conduites à tenir en cas de complications de retour à domicile. Donc, toutes ces informations-là, ça permet de cocher plusieurs critères et non seulement le critère 1.1.12 qui concerne l'information du patient, mais ça concerne aussi son consentement et son adhésion à son projet de soins. L'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée. Je rappelle qu'il y a effectivement des textes réglementaires qui instauré dès les années 94 que le médecin responsable de l'unité de chirurgie ambulatoire présent dans l'établissement devait autoriser, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement. Donc effectivement, c'est une autorisation tracée, signée de sortie de l'établissement. Cette sortie donc s'accompagnait de la remise d'un bulletin de sortie qui devait spécifier en particulier les coordonnées des établissements qui assurent la permanence des soins et les recommandations et conduites à tenir. Bon, l'ASFAR en 2019, puisque ça a été un des éléments, la fameuse sortie sous réserve d'obtention de score sans voir le médecin avant la sortie, a été donc accordé par l'ASFAR et maintenant, si on procédure dans la charte du bloc opératoire le fait que le patient puisse sortir sans revoir un médecin, mais du moment où la sortie est signée par anticipation et sous réserve de l'obtention d'un score,
eh ben, on est dans la légalité. Ça permet effectivement d'accélérer les procédures donc, de sortie des patients de chirurgie ambulatoire. Donc, pour cela, ce qui est attendu, c'est que les choix organisationnels de l'établissement, si on utilise effectivement cette signature anticipée, il faut que ce figure dans la charte de fonctionnement de l'unité de chirurgie et anesthésie ambulatoire. Il faut évidemment qu'il y ait la formation du personnel à l'utilisation du score qui aura été sélectionné et que l'on spécifie si le bulletin de sortie est signé par un médecin qui voit le patient avant la sortie ou si le bulletin de sortie peut être signé par anticipation ainsi que l'autorisation de sortie en fonction donc d'un score tracé dans le dossier du patient. Voilà, et donc tout cela va être évalué par l'IQSS optionnel 2022, dont je vous rappelle donc les 5 indicateurs de pratique qui sont actuellement en recueil, la lettre de liaison à la sortie et les 4 optionnels, l'anticipation de la prise en charge de la douleur, la vérification à J0, le score de Chung et la traçabilité de l'appel à J1 et J+3. Et la dernière item, avant, on va être short pour les questions, c'est les activités de prélèvement et de greffe d'organes. Donc là, c'est un traceur ciblé. Donc, il y a la rencontre de l'expert avec la coordination hospitalière de greffe, mais aussi avec des services concernés par l'identification des donneurs potentiels d'organes et de tissus ou de cellules pour ce qui est des activités particulières de greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait des procédures pour contacter la coordination hospitalière des prélèvements en cas de don potentiel. Donc, comment on les joindre, la chambre mortuaire, les services, comment joindre la coordination hospitalière de prélèvement, la permanence de soins, le consentement au don, donc soit le patient, donc ça c'est la coordination hospitalière des prélèvements qui peut faire état de la consultation du registre des oppositions ou de la prise en compte de l'entourage du patient qui va pouvoir répondre au fait qu'il ait fait mention d'une opposition ou pas. Le principe d'étanchéité décision dans le cas des arrêts dans le cas des arrêts thérapeutiques par rapport donc aux dons. Le recours à des avis d'experts. L'organisation des analyses et des examens d'imagerie sont-ils priorisés dans le cadre donc de la prise en charge d'un don d'organes? L'accessibilité préférentielle au bloc pour les prélèvements urgents. Et donc là, on en revient donc au premier critère qui portait sur la programmation dans les secteurs interventionnels. La gestion des ressources avec en particulier la permanence des soins, le correspondant local de biovigilance et l'évaluation par la coordination hospitalière de prélèvement avec des indicateurs issus de Crystal Action. Donc, vous voyez que bon, c'est quand même un domaine dans lequel, effectivement, on est en interface avec les secteurs interventionnels puisque c'est là que se font à la fois les prélèvements et les greffes. Alors, s'il reste 5 minutes, y a-t-il des questions, Valentine? Valentine? On n'a pas de questions dans le chat. Bon. On a une main levée, mais je ne sais pas si c'était pour poser une question ou pas. Bon. C'était NH. NH. NH, c'est quoi? Je ne sais pas. C'est juste les initiales que j'ai de la main levée. Bon. Bon, tu as le PowerPoint? Ouais. C'est fini là? Ouais. Ah oui, parce que ça a coupé. Moi, j'ai toujours le PowerPoint sur vos questions. Oui, mais les questions, on a dit qu'on les envoyait. Oui, on les envoie par mail, donc du coup, on est bon. C'est short une heure. Hein, ouais, c'est très complet. On n'a toujours pas de questions dans le chat. C'est hyper complet, ça. Bon, voilà. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, tu envoies le diaporama. C'est ça. Comme d'habitude, donc je vous envoie le diaporama où vous pourrez lire la réponse à vos questions avec le replay de la séance. Et n'hésitez pas si vous avez des questions après à revenir vers nous. Merci, merci à tous et merci, merci Hélène, merci Martine et merci au docteur Cambon de s'être connecté. Merci, bonne journée. Allez, au revoir.